Donc poursuivons avec la section 8.2 relatif au programme HEX, au hex-programme. Alors hex-programme, les programmes hex, ce sont des programmes logiques non monotones, déclaratifs, avec un support pour une connaissance extérieure et des règles disjonctives d'ordre plus haut, sous la sémantique des réponses certaines. Dans l'esprit des programmes DL, les programmes hex permettent un couplage faible entre des sources de connaissances externes générales et des programmes logiques déclaratifs à travers la notion d'atomes externes qui prennent en entrée qui prennent des entrées à partir du programme logique et which take input from the logic program and exchange inferences. Oui, c'est ça. Qui prennent des entrées à partir du programme logique et qui échangent des inférences avec les sources externes. En plus, des tâches de méta-raisonnement peuvent être accomplies par le moyen des atomes d'ordre supérieur. Donc les programmes hex sont évalués sous la sémantique des answer sets généralisés et ainsi sont en principe capables de capturer de nombreuses extensions qui ont été proposées dans le cadre de la programmation answer set, de answer set programming. Bien, alors pour l'instant c'est un peu général, on ne comprend pas tout dans le détail. Alors la syntaxe des programmes hex. Donc on a grand C, grand X et grand G, des ensembles mutuellement disjoints d'éléments qui sont donc des noms de constantes, des noms de variables et des noms de prédicats externes, respectivement. Alors à moins que ça soit spécifié explicitement, les éléments de X, respectivement de C, sont dénotés avec une première lettre qui doit être en majuscule pour les variables et en minuscule pour les constantes. Et puis les éléments de G, eux, sont préfixés avec le symbole et commercial. On note que les noms de constantes servent à la fois comme nom d'individu et comme nom de prédicat. Ouais, ok, bon. Alors, les éléments de l'union, donc de l'ensemble des noms de constantes et des noms de variables, sont appelés des termes. Voilà, donc a priori, on se positionne dans un cadre où il n'y a pas de fonction. On va vérifier ça, on vérifiera ça plus tard, mais a priori, c'est ça. Donc, un atome d'ordre supérieur, ou atome seulement, c'est quoi? C'est un tuple avec y0, y1, yn, donc un n-tuple, où tous les yi sont des termes. N, c'est quoi? N positif, c'est l'arité de l'atome. Et intuitivement, y0, c'est un nom de prédicat. Et ça permet donc d'utiliser on peut aussi utiliser la notation un peu plus familière y0 de y1, yn. L'atome est dit ordinaire si y0 est une constante. Alors par exemple, le triplet X, RDF type C, note de X, D de AB sont des atomes. Les deux premiers sont des atomes ordinaires. Pourquoi? Parce que le y0 est une constante. Oui. Alors j'aurais... Oui. Donc le y0, ici c'est petit x. Ici c'est node, puisque on a une syntaxe classique qui est aussi possible, semble-t-il. Et là on a une variable. Donc les deux premiers sont des atomes ordinaires. Très bien. Les atomes externes sont de la forme et de G entre crochets Y1, Yn de X1, Xm, où Y1, Yn et X1, Xm sont deux listes de termes
appelés les entrées et les sorties respectivement. Et de G est avec G qui appartient à grand G, est un nom de prédicat externe. On fait l'hypothèse que E de G a, a des longueurs fixes pour in de E de G et out de E de G. In de E de G, ben, c'est la liste des YI, et out de E de G, c'est la liste des XM. Alors c'est pas tout à fait ça en fait, puisque in de E de G, c'est le nombre de YI plutôt, et out de E de G, c'est le nombre de X de J, pour les listes d'input et d'output respectivement. Intuitivement, un atome externe nous fournit un moyen pour décider de la valeur de vérité d'un tuple en sortie en fonction de l'extension d'un ensemble de prédicats en entrée. Oh, je suis pas sûr de comprendre ce que je viens de lire là. Donc un atome externe nous fournit un moyen de décider de la valeur de vérité d'un tuple en sortie. Donc en fait, j'imagine d'un m-tuple avec des valeurs à la place des x, i, des xj, en fonction de l'extension d'un ensemble d'input prédiqués, donc de prédicats en entrée. Et les prédicats en entrée, est-ce que ce sont les YI? À voir. Donc, dans cette optique, un prédicat externe E de G est équipé avec une fonction f de E de G qui est évaluée à vrai pour les valeurs d'entrée qui sont correctes. Ok, voilà, c'est super abstrait là pour le moment. Alors, une règle dans ce contexte-là est de la forme quoi? Est de la forme alpha 1 ou alpha k, impliqué par bêta 1 ou bêta m, note bêta m plus 1, note bêta m, où m et k sont des entiers positifs ou nuls, alpha 1, alpha k sont des atomes, et bêta 1, bêta n sont soit des atomes externes. Ok, donc des atomes, on va dire ordinaires, j'imagine. Est-ce qu'on a d'autres atomes que les atomes ordinaires? Non. Oui, pardon, on a d'autres atomes que les atomes ordinaires. Parce qu'un atome, donc, ou un atome d'ordre supérieur, c'est un tuple, comme ça avec des Y0. Et si il y en a un qui est, qui est une constante, si Y0 est une constante, c'est un atome ordinaire. Mais par exemple, D de AB, c'est pas un atome externe, mais c'est pas un atome ordinaire non plus, donc c'est autre chose. Donc effectivement, on n'a pas que des atomes ordinaires, on a des atomes ordinaires, des atomes non ordinaires et les atomes externes, on va dire ça comme ça. Ok, alors on définit la tête de la règle H de R comme l'ensemble des alpha I. On définit le corps de la règle R, B de R comme étant le corps positif B de R union le corps négatif B plus de R union B moins de R, où B plus de R c'est quoi? C'est l'ensemble des bêta I de 1 à M, bêta plus de R, et bêta moins de R c'est l'ensemble des bêta M plus 1 jusqu'à bêta N. Si la tête est vide, H de R est vide, et si le corps de la règle n'est pas vide, alors R est ce qu'on appelle une contrainte, hein, c'est la même notion que précédemment. Et si B de R est vide et la tête n'est pas vide, si le corps est vide et la tête n'est pas vide, alors R est un fait comme précédemment. R est ordinaire s'il contient seulement des atomes ordinaires. Et donc un programme X, c'est un ensemble fini de règles. Un programme est ordinaire si toutes les règles sont ordinaires, si tous les atomes sont ordinaires. Alors, enfin, un petit exemple.
Alors, on considère le programme X de la figure 11. Alors, voici le programme de la figure 11. Donc, on a... Alors, on va essayer de comprendre comme ça intuitivement, puis après, comme ça, on pourra comparer avec la vraie explication. Alors, on doit avoir donc un subrelation brother of relative of. Premier atome ordinaire, puisque ici, on a une constante. C'est un peu bizarre de dire ça pour un nom de prédicat, mais bon, passons. Là, deuxième atome ordinaire qui est un fait aussi, un brother of de John et de Al, relative of de John et de Joe, brother of de Al et Mike. Ok, donc quatre faits qui sont des atomes ordinaires. Après, on a une première règle qui nous dit quoi? Qui nous dit si X est différent de John et si alors donc ça c'est un prédicat externe avec en entrée relative of et John et en sortie X. Et si X est la sortie de Rich avec en entrée relative of et John, alors qu'est-ce qu'on génère? On génère invites de John X et skip X, ou bien skip X. Donc, comment je peux le comprendre ça? On a dit les atomes, attends, les atomes externes fournissent un moyen pour décider la valeur de vérité d'un tuple output en fonction de l'extension d'un ensemble d'input predicate. Donc, voilà, donc c'est ça. Là, on a des input predicate. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on met sur le même niveau, en fait, un nom de prédicat et une constante. Mais en fait, c'était déjà le cas ici. Puisque en réalité, ça a comme syntaxe, c'est une syntaxe plus facile à comprendre d'une syntaxe entièrement tuple avec subrelation en premier élément, brother of et relative of, et puis pareil pour les autres. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Ben, si X, c'est pas John, et si X, c'est un relative de John, alors soit on invite X, soit John invite X, soit on l'oublie. Ouais, bon, à voir ce que ça veut dire précisément. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a donc une règle qui nous dit si on a subrelation. Ah ouais, oui, oui, alors attends, parce que là aussi, là on a un fait, mais on a un fait dans lequel on a des constantes qui en fait sont des noms de prédicats. Ok, ok. Donc si on a une subrelation de PR, si P est une sous-relation de R, et si P met en relation X et Y, ben forcément on aura R de XY. Donc là on définit l'inférence relativement à la notion de sous-relation. Ok. Donc ensuite, on dit quoi? On dit si j'ai John qui invite X, alors, ah oui, là je peux aussi avoir un atome propositionnel some invited. Si je peux pas montrer que j'ai some invited, eh ben il y a un problème. Donc il faut absolument que j'ai some invited, sinon mon programme ne marche pas. Et enfin, alors, ouais, ça je comprends pas bien encore ces atomes externes là. Alors on va voir ce que nous disent les auteurs. Donc, alors, bon, ça peut être pas mal de mettre les deux en relation, l'un à côté de l'autre. Voilà, comme ceci. Alors, ça, c'est l'explication. Et on va revenir à l'exemple.
Voilà, voilà. Alors, que nous disent les auteurs? Les auteurs nous disent ce programme sélectionne d'une manière aléatoire un certain nombre de parents, enfin de proches de John pour une invitation. Donc j'imagine c'est la règle 42. La première ligne nous dit que être le frère d'eux, c'est une sous-relation de être un proche d'eux. Ok. Et les trois lignes suivantes bon, ben, nous disent que nous donnent des faits concrets, d'accord? Nous disent que John est un brother de Hal et le frère de Hal. John est un parent, a pour parent, est un parent de Joe. Et que Hal est le frère de Mike ou de Mick. La règle 42. À la règle 42, elle choisit des proches. Elle emploie le prédicat externe et rich. Donc le prédicat externe et rich prend en entrée une relation binaire E et un nom de nœud N et retourne les nœuds atteignables à partir de N en traversant le graphe décrit par E. D'accord, donc d'accord, mais alors attends, parce que là il y a un exemple après, donc ça veut dire que l'exemple 47, ok, bon, c'est pas très clair. Alors, donc le prédicat externe, celui-là, si le prédicat externe ici, rich, l'atome externe rich, the relative of John X, nous dit quoi? Nous renvoie, donc prend en entrée relative of et John, un nœud, John, et elle renvoie tous les nœuds qui sont atteignables à partir de John quand on traverse le graphe décrit par E. Donc on part de John et, on va chercher tous les gens qui sont des relatives of John, donc tous ceux qui sont atteignables. Alors si jamais j'essaye de faire un petit dessin, donc je vais le faire en noir. Donc j'ai ici, j'ai John, là j'ai Al, là j'ai brother of, donc je vais noter ça comme ça, brother of. Ensuite j'ai Joe, là j'ai relative of. Et Al, il a son frère, c'est Mick. Et là c'est quoi? C'est brother of, brother of. Ok. On a dit que brother of, c'était ici une sous-relation de relative of. Donc j'imagine qu'à un moment donné, on va générer le relative of de cette façon-là. Que là, on va générer aussi le relative of ici, à partir de cette relation. Oui, en fait, c'est ça. C'est pas j'imagine, c'est ce qui est fait ici. Voilà. Donc c'est exactement ça. Donc on va générer ça. Et du coup, si jamais... Alors, je vais enlever... Ça. Je peux pas... Bon, je peux pas prendre la gomme, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Alors du coup, le rich relative of John, en fait, il va s'intéresser à partir de John à la relation d'atteignabilité via
appliqué au prédicat relative of. Donc en fait, à partir du John, on va dire que Al, on va trouver que Al c'est un relative of John. On va trouver que Mick c'est un relative of John et que Joe aussi. Donc en fait, tous les X ici, ça sera Al, Joe, Mick et peut-être John lui-même. Euh, Quoique non, il n'y a rien qui nous dit que relative of c'est une. Ça, ouais, je me souviens plus. Bon, bref, que ça soit. Que ça relie à un individu avec lui-même. Euh, Ah, je me souviens plus du terme. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, on va avoir pour ces trois valeurs, Al, Mick et Joe, on va choisir aléatoirement skip de Al, Mick ou Joe, ou bien invite de John X, et de John, Al, Mick ou Joe. Ok, très bien. Euh, voilà. La règle 43 axiomatise l'inclusion des sous-relations en exploitant des atomes d'ordre supérieur. Oui. Ce qui veut dire que pour des couples de prédicats binaires PR pour lesquels on a subrelation de PR, on doit avoir R de XY quand on a P de XY. C'est comme ça qu'on déduit donc relation of entre John et Al et entre Al et Mick à partir de brother of entre John et Al et Mick et à partir de subrelation de brother of relative of. Ensuite, les contraintes 45-46 assurent que le nombre d'invités est entre 1 et 2. Oui, alors c'est ça. La contrainte ici, 45, nous dit doit y avoir un invité, obligatoirement. Et par contre, la contrainte 2, donc elle utilise le prédicat externe d'ex à partir d'une bibliothèque de graphes. D'accord. Un tel prédicat a une fonction de valuation f de edx où f de edx i e min max est vrai si min et max sont respectivement le minimum et le maximum, le degré de sommet minimum et maximum du graphe induit par les arêtes contenues dans l'extension du prédicat E dans l'interprétation I. Ouais. Donc, autant ici pour le premier prédicat externe, on avait, euh, on avait la relation d'atteignabilité sur le graphe construit à partir de relative of et à partir de John. Ici, pour Dex, on a en fait, il faut quoi? Il faut que les degrés du graphe qui est constitué par les arêtes invites. Ah, j'imagine dans les modèles qu'on cherche, hein, ici l'interprétation c'est les modèles qu'on va garder, euh, soit entre min et max. Il faut que max soit strictement supérieur à 2. Je comprends pas bien. Parce que le nombre d'invités est entre 1 et 2. Donc il faut qu'il y en ait un. Alors min c'est pareil, min on n'en parle pas. Alors si, il faut qu'il y en ait un, ça c'est la 45, la règle 45. Et il faut que le degré maximum soit supérieur à 2.
Mais ça, non, je pense qu'il y a un petit souci là, c'est pas supérieur. Moi, j'aurais mis inférieur ou égal. Ah non, c'est une contrainte, pardon. C'est une contrainte. D'accord, donc c'est bon en fait, c'est exactement ça. C'est on ne doit pas avoir, c'est ça, c'est on ne doit pas avoir tout ça, puisque c'est une contrainte. C'est-à-dire que les degrés du graphe constitué par les relations invites doivent être comprises entre min et max. Min, on s'en fout, il y a pas de borne. Et max, et max ne doit pas être, et ça c'est pas possible quand max est supérieur strictement à 2. Et donc on le représente sous la forme d'une contrainte. Voilà, voilà pour l'exemple. Donc ça s'éclaircit un petit peu. Alors la sémantique maintenant des programmes X. Alors dans la suite, donc on va prendre P, un programme X. On va appeler la base de Herbrand de P, HB de P, l'ensemble de tous les de tous de toutes les versions ground possibles des atomes et des atomes externes apparaissant dans P, obtenus en remplaçant les variables par des constantes de C. D'accord. Donc, a priori, si C est fini, comme il n'y a pas de fonction, il devrait y avoir potentiellement un nombre fini. Ça devrait être potentiellement un ensemble fini. Est-ce qu'on peut pas avoir des cas particuliers? Je sais plus. Je sais pas. Donc, le grounding d'une règle R, ground de R, est défini d'une manière euh, adaptée, et voilà, de manière qui correspond. Et le grounding d'un programme P est donné par ground de P étant l'union sur toutes les règles de P des grounds de R. Ok. Et ground de R, euh, ouais, ground de R, c'est un ensemble. C'est l'ensemble de toutes les instances de R, comme d'habitude, j'imagine, à partir de la base d'Herbrand. Ok. C'est pour ça qu'on fait l'union de d'accord, pour toutes les règles du programme, des ensembles de toutes les instances pour chacune des règles. À moins que ça soit spécifié autrement, C, X et G sont implicitement donnés dans P. D'accord. Donc, en fait, dans l'exemple 46, on va avoir par exemple edge, arc A et B. Donc, en fait, là, on voit bien qu'on est à un niveau d'ordre supérieur parce qu'en fait, dans nos constantes, on a des noms de constantes intuitives. Si jamais on en revient à une modélisation du premier ordre. Et on aura aussi des noms de prédicats qui font partie des noms de constantes. Donc, c'est là où où c'est un petit peu bizarre. Et puis on a des instances ground, donc ça c'est C. Les instances ground de E de XB, donc ça c'est un atome non ordinaire, puisque on n'a pas une constante en tête, hein, en premier argument, on a une variable. Donc les instances ground, ben, on remplace voilà, on remplace en fait E par toutes les constantes de C possibles et X par toutes les constantes de C possibles. Donc là, on a 4 choix à chaque fois. Donc ça fait 16 ground instances pour E de XB. Et alors par exemple, donc on a edge de AB, arc de AB, A de edge B, arc de arc B. Enfin voilà. Les deux premières sont facilement compréhensibles. Les deux suivantes sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Et les ground instances du prédicat externe reach de edge n x sont toutes les combinaisons possibles où n et x sont remplacés par des éléments de C, ben c'est comme précédemment, hein. Donc par exemple, reach de edge edge de A, reach de edge arc de B, etc. Et là encore, on a 16 possibilités.